Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, Code Source vous propose une série de portraits. Des personnalités dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est pas un humoriste, lui? C'est un mascu? Chanteur, peut-être? Ou qu'au contraire, vous suivez depuis plusieurs années. Voilà, maintenant que vous me le dites, ça me revient. Ils et elles sont très connus au sein de leur communauté, dans leur bulle, alors qu'une large partie du grand public n'a jamais entendu parler d'eux. Vous avez dit comment elle s'appelait? Inconnu au bataillon. On peut être célèbre pour une population et inconnu pour une autre. Aujourd'hui, 5e et dernier épisode, Inoxtag. Inoxtag est sorti de sa bulle, de sa communauté d'abonnés, quand il s'est lancé à l'assaut de l'Himalaya au printemps 2024. Le documentaire qu'il a tourné sur son ascension, Kaizen, cumule aujourd'hui plus de 44 millions de vues sur YouTube. Mais quand Inès Benazouz commence à faire des vidéos dans sa chambre de région parisienne, il est surtout suivi par ses camarades du collège. Il se filme alors en train de jouer aux jeux vidéo, il fait des blagues, et ça marche. Après le lycée, Inoxtag se consacre à YouTube et il multiplie les productions ambitieuses. Il se filme par exemple sur une île déserte pendant 7 jours et puis il se lance dans l'ascension de l'Himalaya. Il est aujourd'hui suivi par plus de 9 millions de personnes sur YouTube. À 23 ans, quel nouveau défi Inoxtag peut-il relever? Comment s'est-il imposé dans le monde des influenceurs français et sur YouTube? Aujourd'hui dans Code Source, on vous raconte son histoire avec Kevin Boucher, journaliste au service culture du Parisien, spécialiste médias. Kevin Boucher, le samedi 6 avril 2024, Inoxtag fait une annonce sur YouTube à ses plus de 8 millions d'abonnés. Qu'est-ce qu'il dit? Il publie une vidéo au titre très explicite qui s'appelle « Au revoir YouTube », dans laquelle il annonce que lui, qui est hyper présent sur les réseaux sociaux, va déconnecter. Il décide de s'absenter de YouTube pour une durée indéterminée, également des autres réseaux sociaux. Il ne met plus une seule story sur Instagram, plus un seul post, rien, une déconnexion totale, mais à ce moment-là, il dit quand même au public qu'il suit que ce n'est pas un adieu, mais juste un au revoir. C'est vrai que c'est bizarre de voir une vidéo d'Inox au revoir YouTube, mais d'un côté, c'est un au revoir aujourd'hui que je vous fais, parce que je pars à l'aventure. Et avant de partir, j'ai envie de vous dire un peu tout ce que j'ai sur le cœur et qu'on regarde cette vidéo tous ensemble avant mon départ. Qu'est-ce qui se passe dans les mois qui suivent? Dans les mois qui suivent, Inoxtag met en application ce qu'il a annoncé dans sa vidéo. Il est inexistant sur les réseaux sociaux. Tout est figé. Il n'y a pas une nouvelle story, il n'y a pas un nouveau post, rien de rien. Tout le monde guette la moindre petite vidéo qui pourrait arriver, mais non, rien. Il est absolument discret à ce moment-là. Personne n'arrive à avoir une image de lui. Ce qui paraît quand même invraisemblable pour quelqu'un qui poste quasi toutes les semaines, même quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux depuis 11 ans. Kevin Boucher, dans cet épisode, on va revenir sur le parcours d'Inès Benazouz, l'influenceur derrière le pseudo Inoxtag. Il est né le 2 février 2002 à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Dans quelle famille est-ce qu'il grandit? Inoxtag, il est fils unique. Il grandit dans une famille où son père dirige une société de chauffeurs. Sa mère, elle est infirmière anesthésiste. Il vit dans les Yvelines, dans la commune d'Orgeval. C'est un enfant qui aime bien se faire remarquer, qui aime bien faire un peu le spectacle, faire le clown, que l'attention soit portée sur lui, divertir les autres. Et c'est un enfant très curieux aussi, hyper friand de tout ce qui est culture japonaise. C'est un grand lecteur de manga. Il est passionné par One Piece. Le personnage de Luffy, pour lui, c'est un peu le Graal, celui qu'il aimerait être presque. Et il les dévore tous un par un, ces mangas. Quand il a 11 ans, Inoxtag décide de se lancer sur YouTube. Pourquoi et qu'est-ce qu'il fait comme contenu à ce moment-là? Quand il se lance sur YouTube, Inoxtag, il arrive après une première génération qui a fait exploser la plateforme en France. On parle de Norman, de Cyprien, de Squeezie qui cumulent des millions et des millions d'abonnés. Et lui, il s'inscrit un peu dans ses pas, dans la lignée de ces youtubeurs-là. Il commence à se lancer d'abord en faisant des vidéos de gaming où il se filme en train de jouer aux jeux vidéo. On se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Inoxtag et on va faire du PVP. Il y aura que du Minecraft sur ma chaîne. Voilà, j'ai assez dit des choses. On va faire un Hunger Game. Pour cette première vidéo, on va y aller sans kit. Il est au départ un petit peu timide, mais très vite il se lâche, il est vraiment très drôle, il fait des blagues pendant qu'il joue, il y a des explosions de joie aussi qui sont un peu étonnantes, qui à mon avis sorties du contexte sont un peu délirantes. Et petit à petit ça commence à prendre pour lui. Évidemment au collège, tout le monde prend conscience assez vite qu'il y a un petit phénomène qui est en train de naître. Et on commence à avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'abonnés progressivement. Un jour, quelques années plus tard, alors qu'il est au lycée, il se retrouve obligé de révéler l'existence de sa chaîne YouTube à ses parents. Il est un peu contraint en fait de le faire parce que, avec le succès grandissant, arrivent aussi les premiers partenariats.
Et pour la première fois, Inoxtag gagne de l'argent grâce à sa chaîne YouTube. Il touche 1 200 €, ce qui est déjà beaucoup pour lui à ce moment-là, mais qui n'est rien évidemment en comparaison avec les autres grands YouTubeurs. Mais ces 1 200 €, il est encore mineur, donc il faut qu'il les déclare à ses parents. Et là, ses parents, ils découvrent que leur fils est un YouTuber, comme on le dit, qu'il a déjà 10 000 abonnés, 10 000 personnes qui le suivent sur chacune de ses vidéos. Et là, c'est un peu quand même la surprise pour eux. Parce que ses parents ne sont pas vraiment familiers avec le milieu de YouTube. YouTube, pour eux, c'est pas forcément un métier, c'est pas quelque chose dont on fait sa vie. Et là, ils découvrent que leur fils a quand même 10 000 personnes qui le suivent et qu'effectivement, il peut faire de l'argent grâce à YouTube. À partir de là, il devient de plus en plus suivi et même dans son lycée, on commence à le reconnaître. Oui, dans le lycée, forcément, parce que parmi tous ses abonnés, il y a des gens du lycée qui sont là, qui ne le connaissent peut-être pas vraiment en plus. Ils savent juste qu'il fait partie du même établissement que lui, mais qui ne l'ont jamais croisé jusqu'à présent. Et là, quand ils le voient, ils ne voient pas Inès, le lycéen, ils voient Inoxtag, le youtubeur. Alors forcément, ils vont l'accoster, ils vont essayer de demander une photo, Donc c'est un peu compliqué pour lui d'ailleurs à gérer, parce qu'il a presque une bipolarité de l'identité, où il y a d'un côté Inès, le lycéen, qui vient comme tout le monde pour suivre ses cours et passer son bac, et de l'autre côté, il y a Inoxtag, le youtubeur, qui fait rire tout le monde sur YouTube, et qui est quand même une version décomplexée d'Inès. En terminale, Inoxtag signe un contrat avec une entreprise spécialiste des médias en ligne, Webedia. C'est un peu le Graal pour lui, parce que Webedia, c'est une énorme boîte du numérique en France qui accompagne les youtubeurs. Et parmi le catalogue de youtubeurs qu'ils ont vu passer, on voit justement Cyprien, Norman, Squeezie, McFly et Carlito, à peu près tout le YouTube game français, comme on appelle ça, tous les youtubeurs de France ont signé avec Webedia, parce que c'est eux qui leur apportaient les contrats pour les partenariats, qui leur permettaient aussi des collaborations entre youtubeurs. Donc quand Webedia signe Inoxtag, pour lui, c'est aussi quelque chose d'hyper valorisant. Parce que lui qui est encore au lycée, là, il est aussi considéré comme un vrai youtubeur. Et il est à côté de ceux qu'il regardait avant chez lui dans sa chambre, sur son ordinateur ou sur son smartphone. En 2020, il obtient un bac scientifique avec mention, et puis il décide de se consacrer à sa chaîne YouTube à plein temps. À ce moment-là, quel genre de vidéo il fait ? Alors il continue à faire un peu de jeux vidéo, mais forcément, c'est pas une manne infinie. Donc il commence à faire de plus en plus de projets assez ambitieux, de faire des challenges, des vidéos vraiment humoristiques, des collaborations aussi avec les autres youtubeurs. Il fait la rencontre notamment de Michou, qui devient l'un de ses amis à ce moment-là, l'un de ses très proches amis, et avec aussi un soupçon d'aventure, de toujours aller chercher la nouvelle expérience, d'essayer de dépasser ses limites. Et ça marche, le public adhère, puisqu'en novembre 2020, il fait un live pour célébrer ses 3 millions d'abonnés. Il fait 24 heures de live sur YouTube. Est-ce qu'on peut officiellement déclarer l'ouverture du live 3 millions d'abonnés, 24 heures, maintenant ? L'année suivante, à l'automne 2021, Inoxtag participe au The Event, un événement caritatif de streamers francophones. D'abord, en quoi consiste cet événement ? Le The Event, c'est un rassemblement des plus gros youtubeurs, des plus gros streamers. C'est ces personnes qui font du contenu sur une autre plateforme qui s'appelle Twitch, où ils se filment également en train de jouer aux jeux vidéo, qui se rassemblent tous pendant un week-end pour streamer toute la journée avec un seul but, ramener des fonds pour une association caritative. En 2021, c'est Action contre la faim. Les gens qui les suivent en direct donnent pour pousser les streamers à relever des défis ou juste même simplement pour encourager. Et ça devient quand même quelque chose d'assez massif, parce que finalement, un tel rassemblement de youtubeurs et de créateurs de contenu, c'est inédit. On n'a jamais l'occasion de les voir tous ensemble comme ça, interagir, et encore moins en direct. Et qui dit rassembler tous ces youtubeurs dit aussi ramener toute leur communauté. Et ça peut être 3 millions d'abonnés pour l'un, 8 millions pour l'autre, des centaines de milliers pour certains. Mais tous ces abonnés réunis, ça fait aussi autant de personnes qui peuvent faire des dons. Et ça fait grimper de manière colossale la cagnotte pour les associations. Racontez-nous le live animé par Inoxtag cette année-là. Devant les millions de personnes qui suivent le stream, Inoxtag finalement interpelle tous les gens qui sont autour de lui. On voit passer Michou, on voit passer à peu près tous les youtubeurs qui sont dans le coin, pour finalement déconner avec eux, se raconter des blagues, essayer de se lancer des défis aussi pour récolter des fonds. Et à un moment donné, arrive une actrice mexicaine qui s'appelle Andrea Pedrero, une comédienne qui n'est pas francophone. Et Inoxtag, assez vite, dans l'euphorie, dit que c'est la meuf la plus fraîche qu'il a jamais vue. C'est moi qui vais la soulever, j'ai le braquemar à fond, dit-il, et lui fait répéter en français, alors que donc elle ne le comprend pas. Inès, tu as une grosse bite. Une grosse bite. Voilà. What did you make me say? Ah, je suis mort.
Le live d'Inoxtag est l'un des plus suivis de l'événement, mais très vite, une streameuse qui participe elle aussi au The Event, Ultia, souligne le caractère sexiste des propos d'Inoxtag. Ultia intervient et demande à arrêter un peu cette séquence qu'elle juge sexiste, puisque la comédienne Andrea Pedrero ne comprend pas finalement ce qu'est en train de lui dire Inoxtag et ce que lui fait répéter Inoxtag. Ultia dit que ces choses ne sont pas acceptables, sauf que derrière il y a des followers, des abonnés d'Inoxtag qui se mettent à la harceler, à la menacer de viol, notamment des faits pour lesquels elle portera plainte dans la foulée. Inoxtag, lui, réagit rapidement. Qu'est-ce qu'il dit ? La première chose qu'Inoxtag fait quand la polémique monte, c'est que tout de suite sur le réseau social X, il présente ses excuses. Il présente ses excuses à Andrea Pedrero, déjà, en premier lieu, mais également aux gens qui ont suivi le stream, parce que pour lui, c'était en effet quelque chose qui s'est passé dans l'euphorie, et il a conscience que ses propos sont sexistes, qu'ils n'auraient pas dû être tenus, et il prend déjà des engagements. Il prend l'engagement d'avoir davantage de modérateurs sur les lives qui aussi peuvent contrôler ce qui va être écrit par les abonnés pour éviter des vagues de harcèlement notamment, et pour éviter un petit enchaînement qui mène à lancer tout ça. Et il promet aussi de faire très attention à l'avenir aux propos qu'il peut tenir, et notamment en présence de femmes et sur les femmes. Kevin Boucher, à ce moment-là, Inoxtag est suivi par près de 5 millions de personnes sur YouTube, surtout des jeunes. Et ce qui est étonnant, c'est que la plupart des parents de ses abonnés ignorent complètement qui il est. Oui, il y a quelque chose d'assez mystérieux pour toute une génération un peu plus âgée, pour une génération de parents, parce qu'en fait, ces stars de YouTube, comme Inoxtag, mais comme le sont aussi Michou, Squeezie, c'est très flou pour toute une partie de la population, parce que tout se passe sur un écran d'ordinateur, et même plus généralement sur un smartphone. Et ça ne transperce pas dans les médias dits traditionnels. On en parle assez peu dans la presse écrite, on les voit très peu à la télévision, ou alors c'est des choses qui se passent pas très bien. On pense notamment à Squeezie qui est reçu chez Thierry Ardisson, où on se moque un peu de ce qu'il est en train de faire, et à la radio encore moins. Donc résultat, les youtubeurs, les twitchers, ceux qui sont sur Twitch aussi, sont dans leur bulle, qui n'éclatent pas au-delà, qui ne va pas toucher des populations autres que celles qui suivent YouTube. Et donc, il y a quand même un fossé qui se crée, c'est que les jeunes sont à fond sur ces personnalités, que leurs parents, et encore plus leurs grands-parents, ne connaissent pas du tout. Les vidéos YouTube d'Inoxtag évoluent, il se filme toujours en train de jouer à des jeux vidéo, mais il publie aussi de plus en plus souvent de grosses productions. Décrivez-nous à quoi ça ressemble. C'est un engrenage finalement assez vertueux, c'est-à-dire que plus on le regarde, plus Inoxtag peut générer de revenus, et plus aussi il peut réinjecter ses revenus dans ses vidéos. Et donc, il se met à lancer des très grosses vidéos avec des budgets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs centaines de milliers d'euros, pour resituer, c'est un prime time sur TF1 ou sur M6. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être seul au monde. Ça fait maintenant 1 an que j'ai pour objectif de dépasser mes limites et de donner envie aux gens de réaliser leurs rêves. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me lance dans le plus grand défi de ma vie. Beaucoup m'ont dit que c'était insensé ou même de la folie. J'ai toujours eu de la chance de manger à ma faim, d'avoir un toit où dormir et de ne jamais avoir eu à connaître la solitude. Je me lance dans ce qui va être la pire expérience de ma vie. En 2022, c'est le jour J. Je m'aventure au fin fond du Cambodge, sur l'île de Kotas. À vrai dire, j'ai pas trop d'expérience. Hormis une demi-journée de formation, vous me connaissez, j'y vais en total impro. Et il propose des vidéos comme notamment survivre 7 jours sur une île déserte. Tout est dans le titre, mais c'est quand même assez dingue à regarder parce que finalement on connaît Koh-Lanta, mais là on voit Inoxtag, youtubeur sur une île déserte, en effet pendant 1 semaine, qui va survivre en plus sans les épreuves, sans Denis Brognard. La réalisation est hyper soignée, hyper léchée, c'est presque du cinéma finalement ce qu'on regarde sur un écran de smartphone ou sur un écran d'ordinateur ou sur une télévision, mais en tout cas sur YouTube. Au début de l'année 2023, Inoxtag commence à nourrir un projet un peu spécial, l'ascension de l'Everest. L'Everest, c'est le plus haut sommet du monde, situé à la frontière du Népal et de la Chine, sur la chaîne de l'Himalaya. Pourquoi il a ce projet, Kevin Boucher ? Dans le parcours d'Inoxtag sur YouTube, il y a toujours eu ce besoin d'aventure, cette envie toujours de chercher plus loin, à la fois dans ses projets, mais aussi en lui-même. Et donc il se dit, j'ai besoin d'un objectif assez fou, de quelque chose qui paraît impossible à réaliser, mais que je vais pouvoir réaliser. Et donc il regarde un peu ce qu'il peut se faire, et très vite il se dit, l'ascension de l'Everest, ça a l'air d'être un truc un peu dingue. Tout le monde ne peut pas se lancer à l'assaut de l'Everest, parce qu'il faut une préparation physique, il faut vraiment être au taquet pour pouvoir le faire. Il se dit, je vais me prendre 1 an, je vais faire toute ma préparation et je vais me lancer à l'assaut de l'Everest. Le toit du monde, 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en 1 an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest.
Pendant plus d'1 an donc, en secret, il va s'entraîner à Paris et dans les Alpes. Racontez-nous le processus. Partir à la conquête de l'Everest, c'est quelque chose de dingue. En effet, il y a une préparation, on le disait, physique intense. Donc à partir du moment où il prend sa décision de le faire, Inoxtag va aller à la salle de sport très régulièrement, il va aller rencontrer des coachs sportifs qui vont lui proposer des programmes d'entraînement spécifiques, il va rencontrer des guides de montagne aussi, parce que la montagne, c'est un univers qu'il ne connaît pas et qu'il doit aussi apprivoiser pour ça. Et il va partir régulièrement à la montagne, à la découverte notamment des Alpes, en France, pour pouvoir à la fois s'acclimater à l'altitude, gérer sa respiration à mesure qu'il monte, et apprendre les techniques d'alpinisme, comment survivre en montagne aussi, comment éviter l'accident, comment éviter une chute, et apprivoiser finalement cet univers extrême qu'il a avec tous ses dangers, et aussi se préparer mentalement, parce que finalement, il y a toute la partie physique, mais il y a aussi le mental qui peut l'aider à gravir l'Everest. On revient au début de cet épisode de Code Source. Le 6 avril 2024, Inoxtag poste donc une vidéo dans laquelle il annonce qu'il part pour le Népal, d'où il va tenter l'ascension de l'Everest. Et je monte pas l'Everest. On monte l'Everest. Tous ensemble. Comme on l'a toujours fait. Sachez les amis que j'arriverai en haut, si la montagne m'y autorise. Mais moi j'abandonnerai pas. Comment est accueillie cette annonce ? C'est assez mitigé. Évidemment, ces millions d'abonnés sont à fond derrière lui, ils le soutiennent. Mais à côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels du secteur de la montagne qui disent, mais en fait, c'est un peu un fou, quoi. On ne se lance pas à l'ascension de l'Everest comme ça, sans préparation. Il faut vraiment être aguerri pour pouvoir gravir l'Everest. Donc il y a quand même quelque chose de bizarre qui se joue. On se demande, est-ce que les youtubeurs ne vont pas dans la surenchère aussi en permanence ? Est-ce qu'on n'a pas atteint un cap et que désormais les youtubeurs mettent leur vie en danger pour les vidéos ou pour le buzz ? Kevin Boucher, à partir de là, pendant presque 6 mois, on n'a plus aucune nouvelle d'Inoxtag. Au début du mois de septembre, il est finalement de retour en région parisienne et vous le rencontrez à ce moment-là chez Webedia. Comment il est quand vous le voyez ? J'ai eu l'impression d'aller rencontrer un agent secret, pas de photos personnelles évidemment, à part le photographe du Parisien qui m'accompagne. Pas question d'en parler à quelqu'un. Il est en effet chez Webedia où de nombreux fans savent que les youtubeurs viennent. Mais en même temps, lui est très discret. À chaque fois, il rentre par une porte dérobée. Il ne veut pas qu'on le voie. Moi, je rencontre un Inoxtag qui finalement ressemble au Inoxtag qu'on avait laissé quelques mois plus tôt. Il est certes maintenant les cheveux coupés, la barbe bien taillée, une musculature plus imposante, il faut l'avouer. Et c'est quelqu'un, oui, qui est très calme, très apaisé finalement, qui semble avoir un peu remis presque les pieds sur terre, qui a soufflé, on le voit, et qui a surtout une seule hâte, c'est de raconter comment il a pu aller jusqu'à l'Everest et de dire à quel point tout cela a changé. Inoxtag commence à vous raconter comment il a organisé son ascension. Oui, c'est une organisation, c'est une logistique absolument dantesque. Il ne donne pas de montant, mais c'est en effet plusieurs dizaines de milliers d'euros, si ce n'est des centaines, qui ont été investis pour ce projet. Il fait appel à de nombreux Sherpas qui ont l'habitude de faire des ascensions de l'Everest, mais il a aussi une équipe qui est avec lui resserrée, mais une équipe quand même assez nombreuse de plusieurs personnes qui le suivent, un cadreur, un preneur de son, quelqu'un qui va assurer aussi tous les besoins, que ce soit la nourriture, mais également des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais les batteries des caméras. Finalement, c'est une organisation à mettre en place et quand on parle de l'ascension d'Inoxtag, il y a oui, celle de Inès Benazouz, mais il y a aussi celle de toute son équipe avec lui. Il vous raconte aussi qu'à certains moments, il a eu très peur. Oui, il ne cache pas que l'ascension de l'Everest, pour lui, n'a pas été une partie de plaisir total. Il a eu des moments où il a craint pour sa vie. Durant toute son année de préparation, où il a gravi des monts moins élevés, il a subi des conditions assez extrêmes, que ce soit climatiques, que ce soit sportives. Et il a cru parfois y laisser sa peau. Il dit que sur l'ascension de l'Everest, eux, avec son équipe, sont passés à un endroit assez complexe. Et en fait, 1 heure après leur passage, il y a plusieurs personnes qui sont mortes à cet endroit suite à un glissement de terrain. Et il se dit, en fait, à 1 heure près, ça aurait pu être moi, quoi. Vous lui demandez pourquoi il a intitulé son documentaire Kaizen. Oui, parce que finalement, c'est un mot qu'on ne connaît pas en France, voilà, qui fait partie de la culture japonaise, et qui n'a pas de vraie définition française. Il n'y a pas une définition propre, pure et simple. Non, c'est quelque chose qu'il me décrit comme une amélioration continue de sa personne, de dépassement de soi en permanence, cette envie de toujours progresser, de toujours se remettre en question aussi, et d'aller chercher autre chose en soi, et qui correspondait à l'état d'esprit qu'il avait quand il décide de se lancer à l'Everest. C'est de partir en étant une personne, et revenir en étant une autre, en ayant réussi à dépasser toutes ses limites. Le vendredi 13 septembre, le documentaire sort dans plusieurs salles de cinéma en France et à l'étranger. Une séance est même organisée au Grand Rex à Paris avec des invités prestigieux.
C'est digne d'un grand film américain, c'est une vraie avant-première avec des stars, le tapis rouge est déroulé, et on y voit notamment passer le nageur Florent Manodou, les fameux frères Lebrun, les joueurs de tennis de table qui ont brillé aux Jeux Olympiques, Léon Marchand le nageur également. C'est vraiment un parterre de stars qui est là pour applaudir Inoxtag et aussi pour simplement le revoir. Parce que depuis, en effet, son annonce, très peu de personnes l'avaient revu, très peu de personnes savaient à quoi il ressemblait, assez peu de personnes savaient s'il avait pu ou non gravir l'Everest. Donc il y avait une vraie attente et surtout on avait envie de savoir quel était ce projet fou parce que il a beaucoup fait parler et en même temps Inoxtag n'en avait pas parlé lui depuis son annonce. Donc il y avait une envie, il y avait une curiosité de savoir est-ce que c'est simplement le délire d'un youtubeur qui s'est fait plaisir et qui est en train de réserver le Grand Rex pour juste épater la galerie, ou est-ce qu'il s'agit d'un vrai projet avec une vraie envie de montrer que sur YouTube on peut aussi avoir des projets énormes d'une envergure digne du cinéma. Alors à quoi ça ressemble Kaizen à l'écran? Kaizen, ça peut être un film d'aventure en réalité. On suit Inoxtag dans toute sa préparation, évidemment. On le voit avec ses moments de doute, aussi la peur de ses parents de savoir qu'il va se lancer dans ce projet fou de gravir l'Everest où il peut y laisser sa vie, clairement. Et c'est visuellement assez dingue, franchement, pour du YouTube, on avait assez peu vu ça. Il y a des plans magistraux des montagnes, c'est quelque chose de dingue. On voit qu'il y a plusieurs caméras, qu'il y a des drones qui sont utilisés aussi pour avoir des images, des captations absolument magnifiques. Et surtout, on découvre que Inoxtag, oui, a réussi à gravir l'Everest, que oui, il a réussi à dépasser ses limites et à gagner son pari. Le lendemain, le samedi 14 septembre, le film est disponible sur YouTube. Il est très attendu parce que certes, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont pris leur place la veille pour découvrir l'avant-première dans plusieurs cinémas de France et au Grand Rex, mais beaucoup attendaient la mise en ligne puisque sur YouTube, c'est gratuit, c'est accompagné certes de publicité parce qu'il faut réussir à financer la vidéo, c'est quelque chose qui a coûté extrêmement cher. Donc Inoxtag ne se cache pas d'avoir fait appel à des partenaires pour pouvoir la financer, mais très vite, les vues se comptent en millions en moins de 24 heures, c'est absolument délirant. Il y a une vraie attente et une vraie envie de découvrir cette ascension de l'Everest. L'Everest. C'est la plus haute montagne du monde. Elle se trouve dans l'Himalaya, entre le Népal et la Chine. C'est un sommet légendaire qui fascine les alpinistes depuis très longtemps. Au moment où on enregistre, Kaizen cumule plus de 44 millions de vues sur YouTube. Il a aussi été diffusé par TF1 en octobre 2024. En janvier dernier, Inoxtag a sorti un manga, Instinct, et il organise des signatures un peu partout en France. Mais depuis son retour du Népal, Kevin Boucher, il donne des signes de vouloir ralentir. Oui, il veut un peu lever le pied parce qu'il y a eu l'Everest, et en effet, je le rencontre une deuxième fois pour la sortie de ce manga Instinct qu'il a écrit, qui est dessiné par Charles Compin. À ce moment-là, il me dit finalement, le manga, c'est même un deuxième Everest, c'est l'Everest après l'Everest, parce que c'était un rêve pour lui de pouvoir en faire un. Et il se dit, ok, là, en un an, j'ai réalisé 2 projets absolument énormes, et donc je veux pas tomber dans cette fameuse surenchère que certains reprochaient à YouTube, et lui reprochaient quand il a annoncé son projet de gravir l'Everest. Donc il se dit, ok, maintenant, je vais pas être obligé de publier toutes les semaines, d'avoir un rythme hyper régulier. Je peux me permettre d'attendre, de faire des projets qui m'intéressent, des projets aussi qui vont plaire au public, mais avec une régularité moins importante, de le faire quand il a envie. Il décide aussi finalement de prendre ce qu'il n'a pas fait depuis 11 ans, mais de prendre du temps pour lui, pour ses proches aussi, de pouvoir se poser un peu avec eux. Et ça, il se rend compte que c'était finalement nécessaire, qu'il en a besoin aujourd'hui. Il a quand même d'autres projets pour l'avenir. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, cette mentalité Kaizen qu'il met en avant, il dit c'est pas juste du marketing pour vendre un énorme projet comme l'Everest, non. La première fois où je le vois pour l'Everest, déjà je lui demande quel est le prochain, quel est le pas supplémentaire. Il me dit mais on n'aura pas tout de suite, et finalement je le retrouve 3 mois après pour parler du manga. Et il me dit en fait c'est ça ma mentalité Kaizen finalement, c'est d'aller chercher plus loin, de découvrir de nouvelles activités. Il me dit peut-être que je sais pas, je vais faire un stage avec les moines Shaolin, peut-être que je vais écrire un roman. Il dit je ne sais pas. Il dit mais en tout cas oui c'est sûr, mon Kaizen ne s'arrêtera pas, j'ai besoin d'avoir ces objectifs, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose de nouveau en moi pour lancer de nouveaux projets d'envergure qui peuvent être aussi importants que l'Himalaya ou alors des choses en effet plus simples mais qui demandent quand même beaucoup d'investissement. Merci à Kevin Boucher. Cet épisode a été produit par Anaïs Godard, Raphaël Pueyo, Pénélope Gualquierotti et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol.
Si vous aimez Code Source, laissez-nous des pouces et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Ne ratez pas Crime Story, notre podcast fait divers avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi.